raconte. Christophe Andelatte. Il y a un petit côté Agatha Christie dans l'affaire criminelle que je vais vous raconter aujourd'hui. Parce que le crime se déroule dans la chambre d'un palace parisien, le Bristol. Thomas Audouard m'a aidé à écrire ce récit. Réalisation signée Céline Lebras. Europe 1, Christophe Andelatte. Nous voilà donc à Paris, un jour de mai 2009, dans l'un des hôtels les plus chics de la capitale. Le Bristol, rue du Faubourg Saint-Honoré. 1 000 € la nuit, minimum. Hôtel Bristol, bonjour. Oui, bonjour. Est-ce que vous pourriez, please, me passer Mademoiselle Wolf, chambre 503. Ah, je suis désolé, madame. Mademoiselle Wolf a expressément demandé à ce que nous ne lui passions aucun appel. Je suis vraiment désolé. Au revoir, madame. Ça fait 2 jours que ça dure. 2 jours que des gens appellent pour parler à cette cliente, Mademoiselle Wolf. Mais non. Depuis qu'elle est arrivée il y a 4 jours pour un week-end en amoureux, elle a demandé qu'on ne lui passe personne. À 1000 balles la nuit. L'hôtel ne peut qu'obéir. Non, madame, nous sommes désolés. Notre cliente nous a demandé de ne lui passer aucun appel et de ne la déranger sous aucun prétexte. Écoutez, monsieur, je dois vous dire que je suis inquiète parce que, en principe, Kinga, elle m'appelle tous les jours. Et là, j'ai aucune nouvelle. Pardonnez-moi d'insister, mais vous pourriez pas aller voir dans sa chambre s'il n'y a pas un problème ou... Mais même son portable ne répond pas. Cette dame n'est pas la première, loin de là, à insister pour qu'on aille voir. Hier déjà, des gens de la famille ont demandé à plusieurs reprises qu'on aille frapper à sa porte. Mais c'est délicat, c'est très délicat, il n'y a que le directeur peut-être qui peut passer outre. Monsieur le directeur, qu'est-ce qu'on fait pour la dame de la 503 ? On a encore eu pas mal d'appels. Hein. Vous êtes allé voir devant la porte ? Bah oui. Elle a toujours le panneau ne pas déranger. Bon, s'il y a le panneau pas dérangé, on attend encore un peu, et puis c'est tout. Et puis vers 20h, le directeur finit par se dire « Tous ces gens qui s'inquiètent ont peut-être raison. » Alors il y va. « Vous venez avec moi ?» Il y va avec le responsable de la sécurité, un ancien gendarme. Ils arrivent devant la porte de la chambre 503. Vous avez vu, là ? Sur le mur, là, les traces. On dirait du sang, non ? Le directeur frappe à la porte. « Room service !» Pas de réponse. Alors, il sort sa carte et ils entrent dans la chambre. Oh, mon Dieu, quel bordel! Les fauteuils, les guéridons renversés, les appliques murales arrachées, la table de nuit en 1000 morceaux, et partout, sur le mur, sur le plafond, ces traces rouges comme du sang. Il y en a aussi plein les draps. Et là, le chef de la sécurité ouvre la porte de la salle de bain. Et dans la baignoire, il voit le cadavre d'une femme. Blonde, nue, baignant dans une eau rougeâtre. Appelez tout de suite la police. Les flics de la brigade criminelle débarquent avec un médecin légiste. Elle est couverte d'hématomes, hein ? Vous avez vu ? Là aussi, et puis là. Elle a été battue à mort, hein, cette fille. En revanche, je me demande ce que sont ces traces-là. Vous voyez, on dirait des brûlures. Il y en a une ici, puis une autre ici, puis une autre là, vous voyez. Ça me rappelle les brûlures assez caractéristiques que laissent les pistolets taser. Le taser est un pistolet à impulsion électrique.
Les policiers l'utilisent en général pour neutraliser un adversaire. « Dites, commandant, venez voir. Regardez sur quoi je viens de tomber. 2 pistolets taser. » Ça alors? C'est pas courant, un crime au pistolet taser. La victime s'appelle Kinga Wolf. Elle est de nationalité polonaise. Elle avait 36 ans. Alors entre les coups et les impulsions de taser, de quoi est-elle morte? C'est au légiste de répondre à la question au terme de son autopsie. Bon, c'est un sacré carnage, hein. J'ai compté près d'une centaine d'hématomes sur tout le corps, dont 17 sur le crâne, 33 sur le thorax et les autres répartis sur l'ensemble du corps. C'est ça qui l'a tué? Oui. Oui, on pourra pas dire précisément quel coup, je dirais l'accumulation de coups extrêmement violents, quoi. Et à quand remonte la mort? Dans la nuit du dimanche 24 au lundi 25. C'est-à-dire 2 jours avant qu'on ne la découvre. Est-ce que quelqu'un a entendu quelque chose cette nuit-là? Eh bien non, les chambres autour n'étaient pas occupées. À partir de là, que font les policiers du 36? Eh bien, ils veulent savoir qui est cette femme. Et donc, ils convoquent ses proches, et notamment sa meilleure amie. C'était quelqu'un de tellement brillant, Kinga. Kinga, c'est de quelle origine? Polonaise. Et elle avait étudié à Preston, en Angleterre. Elle parlait 3 langues couramment. Elle travaillait? Si elle travaillait, elle dirigeait une grosse boîte dans l'agroalimentaire, je crois. Je crois qu'elle avait McDonald's et Carrefour comme clients. Elle bossait dans tout le nord de l'Europe. Elle gagnait dans les 300 000 euros par an. Pas mal. En principe, elle habite en Pologne, mais depuis quelque temps, elle passait aussi beaucoup de temps à Londres. Une histoire d'amour avec un roast beef de 39 ans, un nommé Ian Griffin, un beau gosse à la tête d'une boîte qui s'appelle Griffin Finance, blindé lui aussi. Les amis de l'ami se racontent qu'il a une Porsche et une Lamborghini, et pas n'importe laquelle, la Lamborghini d'Eric Clapton. Et les deux avaient donc en projet de se marier. Voilà en gros ce que les policiers du 36 apprennent sur la victime. Vous y avez pensé, n'est-ce pas? Le roast beef. Les flics y pensent aussi, tout de suite, je vous rassure. D'autant plus que ce Ian Griffin est arrivé avec elle au Bristol. Un petit week-end à Paris, avant de descendre dans le sud de la France, où ils avaient prévu d'inaugurer le yacht que Kinga venait d'offrir à son chéri. Et puis, bien sûr, il a disparu. Et depuis quand? D'après l'hôtel, le lundi 25 dans la matinée, un homme a appelé la réception depuis la chambre 503. Il a appelé pour demander de prolonger le séjour d'une nuit. Et cet homme, c'était Monsieur Griffin? Je pense pas, non. Non, il n'avait pas du tout l'accent anglais. Il parlait parfaitement français sans aucun accent. Intéressant. Notant que le room service a livré ce jour-là 3 cafés à la 503. Donc, ils étaient 3 dans la chambre. Et là, 2 hypothèses. Ou Griffin n'est pas dans le coup, et c'est un autre. Ou bien Griffin avait un complice, un Français. Toujours est-il que d'après le room service, le dimanche soir, la nuit du crime, tard, la 503 a aussi commandé un grand cru de Saint-Émilion. Ah, je me souviens, oui. Quand je suis arrivé devant la porte pour leur apporter la bouteille, j'ai hésité à frapper parce que on les entendait se disputer à l'intérieur, assez violemment. Et puis comme ils avaient demandé cette bouteille, j'ai fini par frapper, quoi. Qui vous a ouvert? Une femme. Une femme assez agitée, d'ailleurs. Elle m'a pris le plateau des mains et elle l'a renversé. La bouteille est tombée. Et à ce moment-là, un homme est arrivé. Il avait l'air assez énervé, lui aussi. Et il m'a claqué la porte au nez. Ian Griffin, le petit copain roast beef, est plus que jamais dans le viseur. Mais je suis sûr que comme moi, et d'ailleurs comme les policiers, vous vous êtes fait une mauvaise idée du bonhomme.
Avec sa Porsche et sa Lamborghini, vous imaginez le genre Golden Boy. Un gars à qui tout réussit. Eh bien, y regarder de plus près, c'est plus compliqué que ça. Parce que certes, il a créé de nombreuses sociétés là-bas en Angleterre, mais elles ont à peu près toutes fait faillite. À l'exception d'une chaîne de cabines de bronzage qui ne marche pas trop mal, et d'une boîte de sonnerie de téléphone portable installée en Californie qui a cartonné, mais son associé était un escroc. Et puis d'un business assez rigolo qui a eu son petit succès. Il fabriquait des poupées à l'effigie de Ben Laden et il les vendait avec des aiguilles pour les planter dans les poupées façon vaudou. C'était futé, mais ce n'est pas ça qui l'a enrichi. Toutes les autres boîtes qu'il a créées, toutes, il les a plantées, les unes après les autres. Ça n'est pas un Golden Boy du tout. C'est un loser. C'est un loser doublé d'un flambeur. La Lamborghini, la Porsche, tout ça, c'est juste pour épater la galerie. En vérité, le type est ruiné. C'est elle qui l'entretenait. C'est elle qui lui a acheté le yacht. C'est elle qui payait le loyer de leur villa de Londres. Intéressant dans le contexte, compte tenu des suspicions qui pèsent sur lui. En interrogeant l'entourage, les policiers découvrent quelque chose d'encore plus troublant. C'est elle qui payait tout, mais le monsieur était assez orgueilleux, il ne voulait pas que ça se sache. Et donc ils avaient noué un pacte tous les deux. Il faisait croire à tout le monde que c'est lui qui raquait. C'est tordu, hein? C'est très tordu. Et c'est d'autant plus tordu qu'à côté de ça, les flics découvrent que Griffin a une maîtresse, une présentatrice de la télévision britannique, Tracy Baker. Il aurait juré à Kinga qu'il ne la voyait plus, mais il lui mentait. Et elle s'en doutait parce que, en fouillant dans ses mails, on a trouvé ceci. Yann, je t'en supplie, sortons Tracy de notre vie. Il n'y a pas de place pour trois. Je serai toujours là pour toi tant que nous resterons tous les deux. Et ça n'était pas le premier ultimatum. Et cette escapade en France, ce week-end au Bristol et ensuite la croisière sur le yacht, c'était un peu les vacances de la dernière chance. Et maintenant elle est morte. Et lui, il a disparu. Ah, pour parfaire le portrait du bonhomme, j'allais oublier un détail. Griffin est un alcoolo de première. Oh ben, il buvait bien dans les... au moins 3 litres de vin par jour, hein. Ah oui, minimum. Qui mélangeait avec des médicaments. Vous n'avez jamais essayé le Valium avec le Saint-Émilion? Ça vous met dans un de ces états, waouh! Et c'est parfaitement légal, hein. Ça m'a toujours amusé, ça, cette obsession qu'on a pour les drogues comme le cannabis, alors qu'avec un bon copain docteur, on peut trouver toutes les drogues qu'on veut chez le pharmacien du coin de la rue. Bref. Et l'image de Griffin s'écorne encore un peu plus quand on découvre qu'en plus, il battait Kinga. En avril 2008, il a fait l'objet d'un rappel à la loi en Angleterre pour violence conjugale. C'est un violent. On habite à côté de chez eux. Eh bien, un soir, il a carrément défoncé le portail de sa maison avec sa voiture, my goodness. He's completely crazy. Et pas qu'avec elle. Griffin est un gars qui se bagarre tout le temps dès qu'il est bourré. Et il est bourré du matin au soir. Et d'ailleurs, Kinga commençait à avoir peur de lui. Et on en a pour preuve un SMS qu'elle a envoyé à un de ses meilleurs amis. Il m'a frappé. Il a frappé ma tête contre le sol. Juste, au cas où je suis morte, tu auras une preuve par la copie de ce texte. Garde ceci secret, à moins que tu ne doives le montrer. Et maintenant, elle est morte. Et on l'a battue à mort. Alors, que disent les caméras de surveillance de l'hôtel? Quand Griffin s'est-il carapaté? D'abord, ils n'ont jamais été trois dans cette chambre, jamais. Les 3 cafés, ils les ont bu tous les deux, ou peut-être qu'il les a bu tout seul, peu importe, il n'y a pas de complice. Sur les enregistrements vidéo, on le voit qui quitte la chambre 503 le lundi après-midi à 16h15. Il prend l'ascenseur,
Il descend directement au parking, et la caméra du parking le montre quittant l'hôtel au volant de sa Porsche 911. Et ensuite on retrouve sa trace sur la route entre Rouen et Amiens. Il est flashé à 178 km/h et cette route mène tout droit vers l'Angleterre. Il est rentré chez lui. Les policiers français délivrent immédiatement un mandat d'arrêt européen et une semaine plus tard, Ian Griffin est interpellé par la police britannique. Il était planqué sous une tente, pas très loin de chez ses parents. Et à partir de là, ça se complique. Parce que la justice française met 2 ans à obtenir son extradition. Et les Anglais sont encore dans l'Europe à cette époque-là. Les flics français doivent patienter 2 ans avant de l'interroger. Mais bon, ça y est, il est là face à eux, au 36 quai des Orfèvres. Voyons ce qu'il a dans le ventre. Monsieur Griffin, comment est-ce que vous expliquez qu'on trouve Kinga Wolf rouée de coups dans une baignoire? Je sais pas. J'ai un trou de mémoire complet. Est-ce que vous avez déjà frappé une femme, monsieur Griffin? Jamais. Est-ce que vous avez déjà frappé votre compagne, monsieur Griffin? Jamais. En 2 ans, il a eu le temps de réfléchir à ce qu'il allait dire. Monsieur Griffin, votre compagne a été retrouvée rouée de coups, battue à mort. Vous étiez seul avec elle. Qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être, ce soir-là, je l'ai frappée. Peut-être. Mais j'ai fait me défendre. Vous savez, Kinga, she was bipolaire, très colérique. Elle disait tout le temps, je la délaissais, que je l'aimais pas assez. Ça la rendait hystérique. Et donc elle me frappait. Et peut-être je me suis défendu, rien de plus, mais en vérité, je me souviens pas. Ouais. Ça ne colle pas vraiment avec la centaine de coups sur le corps, ça. Elle était très agressive à cette époque avec moi. Elle me reprochait de plus avoir de sexe avec elle, mais moi je prenais des antidépresseurs à l'époque et antidépresseurs c'est pas bon pour mon libido, non? Et je crois aussi que ce médicament fait que je me souviens pas bien de ce qui s'est passé. J'étais dans un état second, quoi. Je sais qu'elle a commencé à frapper moi, elle m'a cassé 3 côtes, et moi je me défends, c'est tout. Et après, j'ai perdu connaissance, et quand je me réveillais, j'ai vu Kinga coucher sur le lit, et elle était froide. Et moi mettre dans la baignoire pour réchauffer. Et quand j'ai compris que Kinga was dead, que Kinga morte, j'ai décidé de rentrer en Angleterre pour me suicider. Mouais. Vous noterez qu'il n'est pas passé à l'acte. Et quand il a découvert son corps glacé, il aurait pu appeler les secours plutôt que de la mettre dans de l'eau chaude de la baignoire pour la réchauffer. Et par ailleurs, il prétend qu'elle lui a cassé 3 côtes. Mais quand on le voit, on a du mal à le croire. Il est grand, athlétique, massif, musclé. Et elle était toute frêle, toute menue. Monsieur Griffin, vous dites que c'est de la légitime défense. Mais les tasers, monsieur Griffin, les 2 tasers qu'on retrouve dans votre chambre, et que vous avez utilisés contre Madame Wolf, est-ce que c'est pas la preuve que vous avez justement prémédité votre crime? Les tasers? Les tasers, je les ai achetés l'après-midi juste avant. Et d'ailleurs, vous pouvez vérifier, c'est elle qui a payé les tasers, avec son carte. Mais pourquoi est-ce que vous avez acheté ces tasers, monsieur? C'était pour le bateau. Pour protéger nous sur le yacht. Bref, il n'assume pas. Il n'assume rien.
Mais vous êtes d'accord qu'on a du mal à le croire. Et le juge croit plutôt à un scénario qui pourrait être celui-là. Ce soir-là, dans la chambre, Kinga lui lance un nouvel ultimatum. Elle exige qu'elle quitte sa maîtresse, la présentatrice de télé, Tracy. Ou mieux que ça, elle lui annonce « c'est fini, je te quitte ». Et lui se dit « je suis en train de perdre la poule aux œufs d'or ». Il se jette sur elle, il la frappe jusqu'à la tuer. C'est la version que retient le juge d'instruction qui décide de le mettre en examen pour meurtre. Et ce scénario est plutôt confirmé par l'instruction. Le soir du crime, ils ont commencé par aller au restaurant, une table chic de l'avenue Georges V, près des Champs-Élysées. Les serveurs racontent que le dîner en tête-à-tête a mal tourné. Juste avant le dessert, le ton est monté. Ah ils ont commencé à se disputer, puis à un moment, le monsieur, il a balancé son verre, de vin rouge à la figure de la dame, et après, il s'est levé, il est parti. Et elle est restée. Ah oui. Et à la fin, c'est elle qui a payé l'addition, je me souviens. Lui, on sait à ce moment-là qu'il est rentré au Bristol. Il est allé au bar. S'il vous plaît, un vodka. Au total, il commande 2 vodkas. Les facturettes sont dans le dossier. Ensuite, il remonte dans leur chambre où elle le rejoint. Et c'est à ce moment-là qu'il commande la bouteille de Saint-Émilion. Oui, le room service. Pourriez-vous nous porter un Saint-Émilion Grand Cru, s'il vous plaît? Chambre 503. Par le serveur qui leur monte la bouteille, on sait qu'à ce moment-là, la dispute se poursuit dans la chambre. Et ce qu'il a bu au restaurant, plus les 2 vodkas, plus le Saint-Émilion, à ce moment-là, le roast beef est cuit patate. Alors ils se battent, et il la tue. Et le fait qu'il soit sous n'est absolument pas une circonstance atténuante. Et après, avant de s'enfuir, il prend le temps de porter le corps jusque dans la baignoire, de retourner le matelas pour que quelqu'un qui entrerait subrepticement dans la chambre ne voit pas les traces rouges, et il passe le fameux coup de fil à la réception. Oui, bonjour, c'est la chambre 503. Merci de ne pas nous déranger, je vous prie, et de nous passer aucun appel téléphonique, sous aucun prétexte. Je vous remercie. Merci. Et là, il quitte la chambre. Il pose le petit panneau sur la porte « Do not disturb ». Il descend au parking, il monte dans sa Porsche et il quitte le territoire français. Voilà probablement ce qui s'est passé. Mais si vous avez tout suivi depuis le début, il y a un petit problème tout de même. Un truc qui ne tient pas. La jeune femme qui travaillait à la réception de l'hôtel ce jour-là dit que quelqu'un de la 503 a appelé pour prolonger la location de la chambre de 24 heures. Et elle affirme, mordicus, cet homme n'avait absolument pas l'accent anglais. Il parlait parfaitement français. Parfaitement. Et ça ne colle pas du tout avec le scénario du juge d'instruction. À moins qu'une fois qu'il a quitté l'hôtel, Griffin se soit arrêté dans la rue ou sur une aire d'autoroute pour demander à un inconnu parlant français de passer un coup de fil à sa place en lui expliquant qu'il parle mal français, etc. Mais ça reste une hypothèse. Le procès de Ian Griffin s'ouvre fin novembre 2014 devant la cour d'assises de Paris. Entre-temps, il a été libéré. Et donc il arrive libre au palais de justice. Et il est au bras d'une femme. Et devinez qui? Tracy Baker, son ex-maîtresse, la présentatrice de la télé. Mais l'homme qui va s'asseoir au premier rang de la salle d'assises ne ressemble pas du tout au beau gosse qu'il était il y a 5 ans. Il a du mal à marcher. Et d'ailleurs, il a des béquilles. Noémie Schulz, vous avez suivi cette première audience pour Europe 1 et l'accusé est apparu très confus dans son récit des faits. Oui, quand on le regarde, la mine défaite, la tête baissée, souvent tenant à peine sur ses jambes et marchant avec des béquilles. Il faut faire preuve d'imagination pour visualiser le jeune homme flambeur qui roulait en Porsche et séduisait les femmes. Ce matin, l'accusé a raconté... Il prétend qu'il souffre d'une maladie incurable. Mais on sait qu'en prison, il a tenté de se suicider, overdose de médicaments. C'est peut-être une conséquence.
Interrogé dès le premier jour, Ian Griffin s'en tient à sa version initiale. Je me souviens plus ce qui s'est passé. J'ai un trou de mémoire. Quand je me suis réveillé, j'ai trouvé la chambre en désordre. Et j'ai rangé un peu, je me souviens. Et Kinga Wolf, monsieur? Moi, Kinga, j'ai cru qu'elle dormait toujours. Et puis après, j'ai vu que le corps, il était froid. Pas plus d'explications. Alors à un moment, on se tourne vers les experts psychiatres. Nous considérons, au regard des éléments donnés par l'accusé, qu'au moment des faits, le discernement de M. Griffin était diminué. Ils ne disent pas que son discernement était altéré, auquel cas ses avocats auraient pu plaider l'irresponsabilité pénale et le procès s'arrête là. Ils disent qu'il était dans un état limite, en raison du mélange alcool-antidépresseur. Son trou de mémoire n'est peut-être pas simulé. Et ça explique le verdict. Parce que les jurés condamnent Ian Griffin à 20 ans de réclusion criminelle. À l'énoncé de la peine, sa petite amie, la speakerine Tracy Baker, s'exclame « 20 ans? Mais enfin, mais c'est beaucoup trop long !» Et du coup, les policiers présents lui passent les pinces et il retourne en prison. Mais Ian Griffin fait appel. Et il est donc rejugé en avril 2016 devant la cour d'assises d'Évry. Et il a bien fait de faire appel parce que si l'avocat général réclame 30 ans, lui n'est finalement condamné qu'à 14 ans de réclusion criminelle. Par le jeu des remises de peine, et en raison de problèmes médicaux, Ian Griffin a finalement été libéré assez vite. Et depuis, ma foi, il vit dans le sud de la France, dans la région de Cannes. Et vous devriez aller voir les photos qu'il diffuse sur son site internet, il va très bien. Il ne boite plus, il n'a plus du tout de béquilles. Tout va bien. Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.